On y va. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois au nom de l'INHA, puisque je suis pensionnaire au sein de l'Institut national d'histoire de l'art et que j'ai le grand plaisir et l'honneur de présenter les trois conférenciers de ce matin. Je remercie Nathalie et Isabelle pour cet honneur qui m'est fait. Et sans plus tarder, je vais vous présenter, si c'est encore nécessaire, Xavier Baraliel-Tête, qui porte la triple distinction de professeur honoraire à l'université Rennes 2, de professeur invité à l'Università di Venezia Ca' Foscari et de chercheur invité à la Bibliotheca Hertziana de Rome. Ces derniers ouvrages publiés portent, vous les connaissez sans doute, sur la broderie de Bayeux, en souvenir du roi Guillaume en 2016, et puis également un ouvrage encore plus récent sur le chantier roman de Sainte-Foy de Conques, Il cantiere romanico di Sainte-Foy de Conques, et il évoque ce matin d'Arthur Kingsley Porter aux années 1980, des débats et des controverses franco-américaines. Le cluniste que je suis se sent aussitôt concerné par le mot controverse. Trois moments fondateurs, trois générations de débats et de controverses franco-américaines en histoire de l'art médiéval. Merci Sébastien. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisatrices, Isabelle et Nathalie, les organisatrices de cette rencontre, de m'avoir associé à leur projet, mais surtout d'avoir préparé ce colloque au moment même où l'historiographie et les réflexions sur les acteurs de notre discipline, passés et présents, deviennent plus que jamais nécessaires. Et je remercie aussi Suzanne pour cette présentation qu'elle nous a faite de Gesta, une revue qui est très nécessaire, indispensable pour nous tous, mais une revue qui est devenue, permettez-moi cette boutade au début de mon intervention, qui est devenue bien plus moderne que certaines de nos revues traditionnelles françaises. Réfléchir sur les relations, ou plutôt sur les circulations d'idées entre la France et l'Amérique du Nord, en art médiéval, n'est pas une tâche facile, car ces rapports ont été souvent imprégnés, du côté français, d'une grande méfiance. Je me souviens encore d'un épisode, lorsque jeune étudiant, je suivais en discipline annexe les séminaires de numismatique médiévale de Jean Laforie à l'École pratique de hautes études. En septembre 1973, il devait avoir lieu à New York et à Washington le 8e Congrès international de numismatique, qui se tenait pour la première fois aux États-Unis. Laforie était une grande personnalité respectée partout dans son domaine. Il fut bien évidemment invité avec tous les honneurs, mais il refusa d'y aller, nous expliquant qu'un congrès de ce type sur la numismatique médiévale devait se tenir en France et non pas aux États-Unis. Et je vous passe les termes dans lesquels il nous exposa, nous étudiants, son propos. Et puis rappelons également, par exemple, qu'André Chastel se mobilisa politiquement en faisant les premiers pas, à la suite de Jacques Tullier, qui engagea la réflexion dès 1973, pour la création de l'Institut national d'histoire de l'art, en apprenant la tentation de la Fondation Getty d'ouvrir un grand centre à Paris, un épisode encore peu connu. Ces deux faits ponctuels traduisent la méfiance dont je vous parlais il y a un instant. Mais il y a bien d'autres aspects dans les relations franco-américaines que je voudrais souligner aujourd'hui, et peut-être que mon propos vous semblera de l'histoire ancienne par rapport à ce qui va être dit pendant ces deux journées où le focus a été mis sur ces deux dernières décennies. Et j'ai été chargé de cette introduction portant vers ces deux dernières décennies. Dans le cadre d'une histoire qui n'est pas un parcours linéaire et qui n'est pas non plus équivalent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, il est évident que la différence principale entre les deux pays est la présence et les lieux de conservation du Moyen-Âge, principalement monumentales. De ce point de vue, les Américains doivent venir en France pour étudier les monuments, alors que les Français n'iront aux États-Unis que pour étudier dans les centres de recherche, éventuellement enseigner dans les universités,
ou se former et faire des découvertes sur les objets conservés dans les musées. Dans un entretien publié en 2010 dans la revue de l'INHA Perspective, Willibald Sauerländer rappelait ses séjours aux États-Unis dans les premières années 60, lorsque les Français, et j'y reviendrai, Henri Faucillon et Marcel Auvert principalement, étaient invités à l'université Yale, tandis que Walter Cook, ce spécialiste de l'art catalan et hispanique du Moyen-Âge, invitait des Allemands, plutôt des Allemands, à l'Institut of Fine Arts de New York. Mais la présence de grands noms français de l'histoire de l'art du Moyen-Âge aux États-Unis a été, et j'oserais même dire est encore, assez rare. Contrairement à la présence allemande, par exemple, où quelqu'un comme Hans Welting y a été tous les ans et longuement pendant beaucoup d'années. Ceci est probablement en grande partie dû au système universitaire français, qui n'accueille pas volontiers, qui n'accueillait pas. Maintenant, les choses sont légèrement différentes, mais enfin, on peut presque parler au présent, qui n'accueille pas volontiers des départs réguliers de longue durée. Dans cette présentation introductive, je ne prétends pas dessiner un parcours linéaire. J'ai choisi des moments ou des aspects qui m'ont semblé pouvoir marquer les relations entre la France et l'Amérique du Nord en art médiéval au cours du XXe siècle. J'ai laissé de côté quelques Français ou Suisses de langue française installés durablement aux États-Unis ou au Canada. Et je pense bien évidemment, par exemple, à Jean Bonny, à François Buchet. J'étais très heureux d'ailleurs que Suzanne nous rappelle le rôle de François Buchet, qui a d'ailleurs trop souvent été oublié en France après qu'il devienne permanent aux États-Unis. Et je pense également à Philippe Verdier. J'ai moi-même séjourné à plusieurs reprises, et beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi, et assez longuement, en ce qui me concerne, aux États-Unis. Et j'avais été même tenté par l'aventure américaine. En collaboration ou répondant aux invitations de collègues américains, j'ai pu enseigner dans plusieurs universités et donc vivre la vie universitaire, et vous verrez, j'y reviendrai, et la collaboration franco-américaine ainsi que les diverses méthodologies d'enseignement à Emory, à Atlanta, aux universités de Maryland, de Princeton, à l'Institut of Fine Arts de New York ou à la Johns Hopkins. Et j'ai bénéficié aussi de longs séjours de recherche au CASVA, dans la National Gallery of Art de Washington, à Dumbarton Oaks, ce grand centre d'échange intellectuel pour les byzantinistes, qui dépend de l'université de Harvard, mais qui est installé à Washington, ou encore à l'Institut for Advanced Study de Princeton. Et je dois dire que dans tous ces centres, et à chaque séjour, les Français, nous étions très peu nombreux dans les premières années 80, pour ne pas dire presque inexistants, ou que j'étais souvent le seul, en dehors du Vert d'Amish, très présent aux États-Unis, est devenu presque américain lui-même par le biais de son épouse. Je parlais il y a un moment de la différence des systèmes universitaires, responsable selon moi du fait que les échanges à ce niveau se soient faits presque exclusivement dans une seule direction. Pour les Américains, le séjour de longue durée accompagné d'une bourse est une étape du curriculum, comme peut l'être pour un Français, par exemple, le séjour aux écoles de Rome, d'Athènes ou de Madrid. Puis le système universitaire fait qu'en Amérique, on accueille volontiers des professeurs étrangers et que cela, jusqu'il y a quelques années, était très peu habituel en France. Cela a changé, certes, mais principalement au sein de la communauté européenne. En effet, il serait difficile de trouver un grand professeur américain, historien de l'art médiéviste, qui ait exercé son magistère de manière durable dans les universités françaises. Ce sont surtout les difficultés administratives qui ont conditionné du côté français les échanges franco-américains par le passé. Louis Grodecki, qui avait déjà séjourné aux États-Unis, témoignait de ces difficultés dans une lettre adressée à Erwin Panofsky le 18 février 1952, répondant à une invitation princetonienne de Panofsky. Grodecki écrivait dans cette lettre « Aussi bien à la recherche scientifique que dans les services des musées ou des monuments historiques, on a fort mal pris mon long séjour en Amérique. Il y a là, de la part des vieillards qui nous gouvernent, une étroitesse d'esprit nationaliste déplorable. Je me suis laissé dire, écrivait Grodecki en 1952, je me suis laissé dire très ouvertement qu'un nouveau séjour prolongé à l'étranger aux fins d'études indisposerait définitivement les pontifes de notre gérontocratie. Je ne suis malheureusement pas assez fortuné, disait Grodecki avec l'humour qu'on lui connaissait, et assez fort pour provoquer une telle situation.
Je me trouve en définitive dans l'absurde situation où, retenu en France pour des raisons de prestige personnel de tel ou tel pontife, retenu aussi parce que l'on a besoin de moi, je ne me vois offrir aucune garantie de situation. Il y a bien un projet de corpus vitraearum international dont je serai chargé par le comité français. Mais des querelles de personnes, Marcel Aubert contre Anne Lozère, les universitaires français contre Marcel Aubert, risquent de tout compromettre. Depuis 2 mois, continuait Grodecki dans cette belle lettre, j'ai vis au milieu de toutes ces questions et je suis passablement dégoûté. Une chose est devenue pourtant claire pour moi. Il écrivait à Panofsky. C'est ce que je ne peux pas cette année vous demander une nomination à Princeton, car à l'expiration de cette année, je me trouverai sans travail en France et probablement sans la possibilité de compter sur les rares appuis que je possède encore. Il faut donc que je reste pour tenter les dernières chances et, d'une manière ou d'une autre, traverser l'année 1952-1953. Voilà un témoignage à la générosité américaine qui avait compris l'importance de la personnalité de Grodecki. Celui-ci ne pouvait répondre qu'en soulignant l'inégalité des opportunités. Puis il y a une seconde étape de cette aventure. Le 25 octobre 1960, donc 8 années après à peu près, moins d'une décennie, Walter Horn sonde Grodecki pour l'inviter officiellement à Berkeley. Et encore, au même moment, la même année, pratiquement le même mois, Millard Mice était en train de l'inviter à nouveau à Princeton. Grodecki refusera à nouveau le 11 novembre en répondant à Horn. Je lis cette nouvelle lettre. Je vous remercie très cordialement de votre invitation à Berkeley. Elle me fait beaucoup d'honneur. Je me suis laissé aller à imaginer votre campus et la vie en Californie, où je n'ai jamais été, et qui doit être bien différente des rudes conditions que j'ai connues à Princeton et à Harvard. J'ouvre une petite parenthèse dans la correspondance de Grodecki, dont je vous parlerai dans un instant. Les lettres qui témoignent de son séjour à Princeton, il s'ennuyait beaucoup, il n'aimait pas beaucoup l'atmosphère de Princeton et surtout la solitude. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il peut-être en Californie, ça serait plus gai. Mais c'était dans son caractère que ce n'était pas gai, ce n'était pas dans l'environnement, disons. Et il me plairait certes d'accepter, je continue cette lecture, d'accepter votre proposition et d'échanger pour quelque temps à la masse de mes occupations parisiennes. Mais cela n'est pas possible. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas un professeur d'université qui pourrait profiter d'un régime d'échange ou d'un détachement à l'étranger. Je suis fonctionnaire des musées, c'est le moment où il était conservateur au musée des plans en relief. Je suis fonctionnaire des musées et des monuments historiques où il est presque impossible d'obtenir un congé de longue durée. En 1958, j'ai eu beaucoup de difficultés pour obtenir un congé de 3 mois, auquel j'ai ajouté mon mois de vacances pour passer un semestre à Harvard. Je n'ai pas, à mon musée, d'adjoint capable de me remplacer. La publication du bulletin des monuments historiques repose entièrement sur moi. Enfin, j'ai des responsabilités dans la direction du corpus des vitraux et au Comité national de la recherche scientifique, dont les sessions sont en octobre et en mai. Il faut que j'y prenne part, étant seul historien de l'art médiéval, jeune, entre guillemets, crie-t-il, à la section d'histoire médiévale. Trop de choses en dépendent. Grodecki, comme d'autres, avait toujours très à cœur de défendre la discipline. Alors je crois effectivement que ces 2 morceaux de correspondance illustrent bien l'inégalité d'opportunités dont je parlais il y a un instant. Si nous devons initier un parcours historiographique pour essayer d'écrire l'histoire des relations franco-américaines dans nos domaines, nous devons probablement regarder très en arrière, vers le début du XXe siècle, lorsque fleurissait le débat sur les routes de pèlerinage à propos de l'art roman. En pleine période de forte poussée nationaliste, en France, Émile Malle prônait, en 1922, l'antériorité des chantiers toulousains sur ceux de l'autre côté des Pyrénées, tandis que les érudits espagnols, Gómez Moreno, en 1925, par exemple, défendra le contraire. Et ici intervient la personnalité d'Arthur Kingsley Porter. Spain or Toulouse? Telle est la question posée en réplique par cet historien de l'art américain, également au début des années 20 du XXe siècle, exactement au même moment, pour qui les créations hispaniques auraient précédé celles de la France. Ce fut une forte controverse. À cette controverse, qui a été régulièrement alimentée au cours du XXe siècle,
est venue s'ajouter très tôt la notion de route de pèlerinage, moyen de pénétration des sculpteurs français en Espagne pour Émile Berthaud ou d'échanges artistiques pour Paul Deschamps. Kingsley Porter intitula abusivement, en 1923, sa monumentale compilation en 10 volumes, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Road, réédité d'ailleurs en 1966. Il y soutenait la primauté de l'Espagne alors que la France et même l'Italie revendiquaient exactement être à l'origine de cette architecture. Et en outre, il y a eu plusieurs débats, disons, aux origines de ces relations que j'ai pris en main au début du XXe siècle. Un autre débat des origines est celui qui a été évoqué aussi par une image tout à l'heure, par Suzanne. Un autre débat est celui de la constitution des fonds d'art médiéval des musées américains, source d'études par la suite, mais également parfois d'âpres polémiques, que j'ai résumées par un seul épisode. L'histoire des cloîtres du Moyen-Âge, qui fut en France au début du XXe siècle fort mouvementée. L'un des cas les plus actuels et surprenants dans ce domaine est celui du musée des Cloisters que vous avez vu tout à l'heure de New York. Son origine remonte à la collection constituée par le sculpteur Georges Gray Barnard, qui vécut en France avant 1914, achetant, à partir de 1907, de nombreux éléments des cloîtres de Saint-Guillain-le-Désert, de Bonnefond et de Saint-Michel de Couchat, entre autres, qu'il souhaitait offrir en modèle à ses élèves sculpteurs américains des Beaux-Arts. La collection fut achetée, l'histoire vous la connaissez tous, en 1925 par le Metropolitan Museum of Art, et cette collection est devenue un musée d'art médiéval dont la conception architecturale s'inspire de l'idée d'un monastère aux cloîtres multiples. C'est un exemple particulièrement parlant des liens qui unissent le Moyen-Âge français et les États-Unis, car cette collection a été à l'origine, au cours du XXe siècle, d'échanges nombreux à travers l'Atlantique. Et on pourrait ajouter que chaque œuvre médiévale d'origine française présente dans les collections américaines une histoire propre à raconter et qui doit être, dans beaucoup de cas, écrite sur l'aspect plus directement historiographique. J'ouvre un bref excursus pour rappeler que malgré la présence d'ouvrages compilateurs, comme ceux de Kingsley Porter et d'autres, il n'y a pas eu de la part des États-Unis, en aucun cas, d'entreprises similaires à celles françaises qui cherchaient à coloniser l'Italie médiévale. Et je vous demande pardon pour cette expression un peu forte et radicale. Je pense notamment à Camille Anlard, qui consacra une partie de sa vie à démontrer les origines françaises de l'architecture gothique italienne, ou d'Émile Berthaud, qui revendiqua une démonstration similaire pour l'Italie méridionale. Et si certains revendiquent le retour des cloîtres exposés dans les musées américains, à New York ou à Philadelphie par exemple, il convient de rappeler qu'ils furent exportés en toute légalité et qu'ils peuvent faire l'objet de traités de coopération ou d'échange, comme cela a été le cas depuis le moment du remontage du cloître de Couchat à partir de 1952. Et je cherche encore la pénétration idéologique américaine dans la plus précoce histoire de l'art médiéval en France. Pour qu'une telle pénétration ait lieu, il faut d'abord que l'idéologie existe et qu'elle soit acceptée pour ceux et par ceux qui veulent l'emporter. Et au sein du contexte qui nous occupe, je ne vois guère qu'un exemple de cela, d'idéologie, et encore bien éphémère, celui, évidemment, de Meyer Shapiro, marxiste fervent au début des années 30, désenchanté très rapidement par le stalinisme et par le Parti communiste dès avant 1937, et généralement bien plus célébré par les historiens de l'art moderne à propos de ses études sur Matisse et Courbet que par les médiévistes. Et ceci malgré l'utilisation régulière qui a été faite de son approche du cloître de Moissac, du Parma Ildefonsus ou de différents aspects de l'art roman méridional. La volonté d'associer la recherche objective sur l'art médiéval et son intégration aux problèmes culturels et sociaux contemporains caractérise l'œuvre de Shapiro dès la rédaction de sa thèse en 1929 sur le cloître de Moissac, qui fut publiée partiellement seulement en 1931. Pour lui, le style définit la forme constante et les éléments constants, les qualités et l'expression de l'art d'un individu ou d'un groupe. Il s'agit de la manifestation de la culture, qui est comme un tout, et le style est signe visible de son unité. L'œuvre de Shapiro a été respectée en France, mais elle n'a pas été directement suivie, même pas dans les cercles de la sociologie de l'art de Pierre-Franck Castel. Curieusement, je l'ai entendue plus présente dans les cercles formalistes que dans ceux qui auraient dû s'y sentir les plus proches.
Comme je l'ai dit plus haut, l'université Yale a accueilli Marcel Aubert et Henri Faucillon. Ces derniers y séjournent dès 1932 et s'y rendent en exil en 1939. Kubler, Crosby et Seymour Jr. seront ses disciples et le formalisme s'étendra aux États-Unis à partir de ce foyer. Bien que Georges Kubler se soit consacré par la suite à l'art du continent américain précédant la conquête, il convient de rappeler l'énorme influence qu'a eue aux États-Unis son bref ouvrage The Shape of Time, Remarks on the History of Things, publié seulement à Yale en 1962, le plus faucillonien des essais américains. Non, j'ai juste un quart d'heure, j'ai parlé juste un quart d'heure pour l'instant. Non, j'ai commencé à 11h, il est 11h15, donc j'ai parlé juste un quart d'heure. La publication de la correspondance de Louis Grodecki, préparée au sein de l'INHA, et à laquelle a été consacrée une journée de réflexion ici même le 11 avril dernier, illustre un foyer intense de relations franco-américaines au cours des années 50 et 60, représenté d'abord par Grodecki lui-même, puis continué par la génération d'Américains plus jeunes, les élèves d'Harry Bober, Kenneth Conant, Sumner McCrosby, Robert Warner, Jean Bonny ou Philippe Berlier, qui venaient de la part de ses maîtres rencontrer Grodecki à Paris pour lui demander conseil. Les échanges avec Robert Warner, qui entra en contact avec Grodecki entre 1948 et 1950, sont intenses et touchent tous les domaines. Ils sont vifs, souvent au bord de la violence, notamment au sujet des positions de l'Américain sur Pierre de Montreuil en 1964. Grodecki arriva en 1950 à Princeton, où il trouva Panofsky et Millard Mace. Puis il se rendit à nouveau aux États-Unis comme professeur invité à Harvard, je l'ai rappelé tout à l'heure, de février à juin 1952, invité par Charles Kuhn. Mais il fut clairement marqué par la rencontre d'Erving Panofsky, qu'il considéra toujours après Faucillon comme son deuxième maître. Dans ce même ordre d'idées, celui des échanges personnels, il faudrait évoquer les rencontres des byzantinistes les plus proches des préoccupations de l'art occidental, promus principalement à Dumbarton Oaks, notamment lorsque Giles Constable, l'historien de Cluny, en devint le directeur en 1977, et dans lesquels on situerait du côté américain Kurt Weizmann ou Ernst Kitzingen et du côté français André Gravard ou Henri Stern. Abordons maintenant quelques événements ou moments fondateurs. J'ai tendance à accorder une importance, et pour ça j'ai remercié Suzanne tout à l'heure, j'ai tendance à accorder une importance particulière à la création de la revue Gesta en 1963, qui est devenue au fil des ans peut-être la principale source d'échanges réguliers d'un côté et d'autre de l'Atlantique. Et je passe donc, puisque cela vous a été déjà présenté. Un autre moment fondateur du présent a été la lente substitution de la génération des exilés allemands, Panofsky, Krautheimer, Weizmann, Kitzinger, Witkower, etc., par celle de leurs élèves américains à la fin des années 80 et au cours des années 90. Bien plus près de nous, quelques grandes rencontres ont été également des moments fondateurs dans les échanges que nous évoquons ici. L'exposition sur le style 1200 en 1970 et le colloque qui accompagna l'exposition à l'occasion du centenaire du Metropolitan Museum de New York furent un moment d'échange intense entre Américains et Français. Grodecki, très proche de Florence Deutschler, y occupa une place singulière. Ce fut l'occasion de dépasser les nationalismes étroits en proposant l'existence et la présence d'un style européen à l'extrême fin du XIIe siècle. Puis en 1980, le congrès sur l'abbé Suger. La même année 1980, on célébra à Yale le centenaire de la naissance de Faucillon au sein d'une rencontre à laquelle participèrent Grodecki, Bonny, Verdier, Crosby et Walter Kahn, qui en a d'ailleurs livré, et c'est accessible sur Internet, un compte-rendu. Il était le modérateur. Et je pourrais m'attarder encore sur les échanges promus par le Corpus Vitraerum Medievi ou le corpus des sculptures médiévales dans les collections américaines, lancé avec courage et constance par Walter Kahn et continué depuis dans la revue Gesta. Pour mieux comprendre les relations personnelles franco-américaines des historiens de l'art médiéval, un certain nombre de chemins de recherche peuvent être empruntés. Tout d'abord, les correspondances. On en a déjà parlé. Puis la présence d'auteurs français dans les mélanges offerts à des savants américains ou vice-versa. Je prends ici à titre d'exemple deux seuls cas, Grodecki, mélange qui avait été financé partiellement par Sumner Crosby lui-même en 1980,
où nous trouvons Walter Kahn, Jamboni, Crosby, Jane Howard, Philippe Verdier, Swarzenski, Panofsky, Kitzinger, Crosby, Weizmann, etc. Et puis, par exemple, les mélanges Weizmann en 1995, où nous avons une présence surtout des byzantinistes, sauf Daniel Gabory-Chopin. Il y avait Nicole Thierry, Tania Wellman, Suzy Dufresne, les Gravard. C'est une autre voie de recherche. Ou encore, par exemple, les obituaires. L'obituaire de Faucillon par Georges Kubler et d'autres exemples de ce type. Enfin, les comptes rendus d'ouvrages américains en France et le contraire. Le compte rendu critique et contradictoire est un fabuleux exercice de dialogue et de débat, presque perdu aujourd'hui, mais qui, dans les années 50 et 60, fut le principal moment d'échange. Un recueil de comptes rendus de Grodecki est en préparation. On doit également prendre en considération, en vue de l'élaboration d'un tableau complet de la présence d'historiens de l'art français dans les revues américaines, ainsi que des historiens de l'art médiéviste américain dans les revues françaises. Ou par exemple la présence d'Américains dans les rencontres périodiques sur notre territoire, comme par exemple à la session d'été de Poitiers, aux journées d'études romanes de Saint-Michel de Couchard, à celles de Fangeau, ou à d'autres rencontres, parmi celles dont la continuité a été la plus longue. Et je vous, défie de trouver une présence américaine dans les congrès archéologiques de France. Celle-ci est presque nulle avant le congrès de Rouen de 1905 où apparaît Jim Morgenstern. Il y a quelques exemples très très ponctuels. Il convient d'évoquer évidemment et surtout les aspects monographiques de la recherche. Je parlais plus haut du recueil de sculptures romanes ou gothiques dans les collections américaines. Il y a dans ce même domaine les enquêtes dans les collections américaines en général à propos de découvertes ponctuelles ou d'études très serrées, par exemple Léon Pressuire, Daniel Gabory, même dans le domaine des manuscrits évidemment, ou peut-être c'est dans le domaine dans lequel les échanges ont été les plus constants, mais nous aurons des interventions à ces sujets. Et il y a surtout les enquêtes américaines individuelles de longue durée qui ont abouti à des grandes monographies. Bien entendu, on pense aux longues années de présence en France de Kenneth Conant pour Cluny, de Crosby pour Saint-Denis, que Grodecki aida continuellement, de Robert Branner pour Paris ou Bourges. Mais on pense également à bien d'autres chercheurs de la génération suivante qui ont marqué la recherche française, comme Jim Morgenstern pour Jumièges, sa femme Anne pour les tombeaux gothiques, William Clark pour Notre-Dame de Paris dans les années 80, Whitney Stoddard, après l'étude des portails de Saint-Denis et Chartres de 1952, sur lequel il revint plus tard dans sa vie, en 1987, il s'attaqua à la façade de Saint-Gilles-de-Gare en 1973, Caroline Broselius sur Lompont, Tom Lyman pour Saint-Cernin de Toulouse, et pour citer notre ami présent ici, Robert Maxwell, pour Parthenay, déjà dans les années 2007, au moins pour la publication. Chacune de ces aventures pourrait faire l'objet d'une approche monographique faite d'évocations d'érudition de toutes ces personnes, mais aussi d'anecdotes nombreuses et répétées. Car chaque Américain en France avait son mode de vie et son amour privé du territoire. Tom Lyman, par exemple, le pittoresque professeur de l'université Emory, dont on connaît les photos publiées dans la revue Playboy lorsqu'il était encore à Chicago, il arrivait en France tous les ans au printemps, accompagné de sa belle épouse Molly, pour un itinéraire d'études et de recherche, mais aussi de plaisir. Il se rendait dans le Midi auprès de Daniel Cazes à Toulouse pour continuer son travail sur Saint-Cernin. Puis il était présent pendant une semaine aux Journées de Couchat et finissait son parcours en Italie, en Toscane. Et on pourrait raconter ainsi les habitudes de Conan à Cluny ou celles d'autres Américains en France, car cela aussi appartient à l'historiographie de notre discipline. Mais mon temps s'achève. Et le présent colloque a voulu centrer la réflexion et donc les interventions qui vont suivre sur les 4 dernières décennies. On arrive ainsi à un événement que j'ai vécu en première personne en tant qu'organisateur et qui signale probablement en France le passage entre tout ce que je viens de vous dire et ce qui sera exposé dorénavant. Il s'agit du colloque Artistes-Artisans et production artistique au Moyen-Âge qui a réuni à l'Université de Rennes en 1983 un très grand nombre de participants, parmi lesquels des nombreux médiévistes américains de diverses générations. Ils répondirent à la question posée, c'est-à-dire l'étude des conditions matérielles de la création artistique et du rôle joué par les artistes et les commanditaires. Il est évident que ce sont des questions aujourd'hui bien présentes dans nos études. Mais à Rennes, cette année-là, l'échange franco-américain fut très intense, avec un très grand nombre de participants américains
Wermeister, Buchet, Bruselius, Leiman, Verdier, Morgenstern, Alexander, Cadler, Alison Stones, etc. Et une présence remarquable d'Ernst Kitzinger qui non seulement livra une communication, mais livra également les conclusions. Nous venons donc de suivre ensemble un parcours multiple que chacun d'entre nous est capable d'enrichir en fonction de sa propre recherche, de ses amitiés, ou encore en évoquant l'histoire de sa propre institution ou de celles dans lesquelles il ou elle a pu séjourner. Ma conclusion sera un peu négative, car malgré tout ce que je viens de vous présenter, les nombreuses activités, initiatives individuelles ou les participations à certains programmes internationaux, les chemins de la France et des États-Unis en histoire de l'art médiéval me semblent pour l'instant suivre des routes parallèles, sans point de rencontre au bout du chemin. Si les années 50 ont été marquées par les relations exclusives entre de très fortes personnalités, les années 70 ont été celles des méfiances de la part des écoles traditionnelles françaises, chartistes et sociétés françaises d'archéologie principalement, vis-à-vis de la recherche américaine, tandis que les fossilioniens formalistes apparaissaient aux yeux de l'Amérique de plus en plus comme l'héritage d'un passé révolu, ce dont témoigne la très forte et large présence américaine au colloque de Rennes en 1983. Un parcours au bout duquel on ne perçoit pas un chemin partagé qui puisse mener à une collaboration intellectuelle. Je parle des années qui ont précédé les années 80, évidemment, car contrairement à d'autres secteurs des sciences humaines, comme l'histoire par exemple, dans le domaine de l'histoire de l'art du Moyen-Âge, la France et l'Amérique ont suivi depuis la fin du XIXe siècle des chemins divergents. Et cela s'est accentué encore davantage entre les années 80 et 2000. Je prendrai un exemple et un seul, qui se situe en plein dans la période objet de notre colloque et qui concerne de plein les années 2000. L'exposition La France romane au temps des premiers Capétiens, présentée au musée du Louvre de mars à juin 2005 et qui fit l'objet d'un dur, très dur même, compte-rendu dans la revue Gesta la même année. Les auteurs furent Kathleen Nolan de l'Université Hollins, coéditrice des Mélanges en Prache, et Suzanne Leibacher-Bart de la Rhode Island School of Design, éditrice du corpus des sculptures gothiques. La critique ne portait pas uniquement sur la présentation ou sur la vieille division maintenue par école régionale, mais aussi sur le concept d'art roman, de France en tant qu'entité médiévale, et surtout sur le but de l'exposition, réduit à présenter le plus grand nombre d'œuvres possibles dans un lieu emblématique, le Louvre, pour montrer, disaient les deux personnes qui faisaient le compte-rendu, dans la lignée du XIXe siècle, présenter, montrer le rôle prépondérant de la France dans ce domaine. Les autrices signalent la contradiction entre l'exposition et le symposium organisé contemporainément et qui portait comme titre « Relire Meilleur Chapiraud ». Robert Maxwell y était et pourrait en parler mieux que moi. Pendant mon exposé, je n'ai pas parlé de Karl Wermeister et j'aurais pu le faire, mais il était allemand, installé aux États-Unis, et donc il sortait un peu du cadre que je m'étais proposé de vous présenter. J'aurais pu le faire, et j'aurais pu faire toute mon intervention à son propos. Historien de l'art allemand à la retraite, aujourd'hui, marxiste convaincu, qui a accueilli pendant des décennies la réflexion marxiste à la Northwestern University, en compagnie pendant un temps du moderniste T.J. Clark. Il parla au colloque de Chapiraud marxiste, du fils d'immigrés lituaniens. Mais je reviens au propos de nos autrices sur l'exposition envers laquelle elles portaient un regard américain, celui des nouvelles générations et qui sert pour lancer la discussion et les apports après les années 80. Quelle était leur principale critique ? Eh bien, l'isolement de la discipline histoire de l'art médiéval en France par rapport au travail de déconstruction fait par d'autres disciplines humanistes, critiques littéraires ou sciences sociales. L'histoire de l'art demeurant prisonnière, je cite, nos autrices américaines, des traditionnels problèmes archéologiques, de documentation, de chronologie et de filiation stylistique. En résumé, les autrices dénonçaient le manque d'idéologie. Voici une excellente provocation que je fais mienne pour inaugurer nos 2 journées de débat franco-américain. Je remercie de votre attention et je m'excuse auprès du public.